Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour Marc Saint-Upéry. Bonjour. Et donc nous vous accueillons aujourd'hui pour parler de l'Amérique latine et d'Ukraine et de Russie dans un volet très particulier qui est celui de la gauche, qui est quelque chose que vous connaissez bien. Vous avez écrit il y a quelques années un livre sur le défi des gauches sud-américaines, donc dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, le thème sur lequel que je voudrais aborder avec vous est relatif à un article que vous venez de publier sur Russie, Ukraine et gauche latino-américaine. Un scénario bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi ce titre ? Bien, écoutez, cet article au départ, c'est une initiative en réponse à un article du Monde. Donc beaucoup de mes amis, personnes en Europe et en France m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais. C'est une petite enquête du Monde à travers ses correspondants dans la région sur, en Amérique latine, les accents pro-Poutine de la gauche. C'est ça le titre de l'article. Et l'article me paraissait un peu bancal et pas complètement satisfaisant. Pourquoi ? Alors parce que bon, c'est parti d'une excellente initiative rédactionnelle de monsieur Nicolas Boursier qui l'a fait. Simplement, il a dit on a dû lui demander qu'est-ce qu'il pense en Amérique latine, la gauche, qu'est-ce qu'elle pense de ce qui se passe. Et donc, il a demandé à ses correspondants dans plusieurs capitales mais le résultat est un peu hétérogène parce que. Et vous contestez les faits qui sont cités dans l'article ? Non, pas les faits. Ou la synthèse ? La synthèse, c'est plutôt la synthèse. Oui, non, parce qu'ils sont allés interviewer des journalistes de gauche radicale, enfin pas des journalistes, des éditorialistes de gauche radicale, de journaux comme La Jornada au Mexique ou Fajinados, qui ont dit ce qu'on peut attendre qu'ils disent, et donc les déclarations de certains politiciens. Mais ce qui manquait surtout, c'est d'abord le fait que malgré ce qui était dit, le vote à l'Assemblée générale de l'ONU a été très majoritairement dans ces pays-là de condamnation de l'invasion. Et surtout, il n'y avait pas une perception de quelles sont les pratiques et les doctrines diplomatiques habituelles ou les doctrines en termes de droit international des diplomaties latino-américaines. Peut-être que l'article faisait allusion non pas à la condamnation, mais aux sanctions qui effectivement ne sont pas appliquées par les gouvernements latino-américains. Mais paradoxalement, c'est à cause de la même doctrine diplomatique non interventionniste et qui est à la fois pour la non-violation absolue de la souveraineté des États et le règlement pacifique des conflits. C'est pour cette même raison, paradoxalement, que les latino-américains ne sont pas trop favorables à la sanction. En général, la diplomatie latino-américaine est sceptique vis-à-vis des sanctions, à tort ou à raison. Mais donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture ni d'alignement. Ça correspond plutôt à des automatismes doctrinaux et diplomatiques qui sont bien ancrés dans les doctrines diplomatiques latino-américaines. Mais l'article faisait allusion non seulement au gouvernement de gauche, mais également à des leaders d'opinion ou à des responsables de partis. C'est ça qui vous a fait tiquer d'avoir mis dans le même panier des gens en responsabilité de gouverner et d'autres qui sont peut-être pas représentatifs de grands secteurs d'opinion. Oui, et en outre, vous avez même au sein des gouvernements, vous voyez qu'il peut y avoir une nuance de position entre la présidence, si vous voulez, et le ministre ou la ministre des Affaires étrangères. Au Mexique, c'est le cas du Mexique. Mais ce qui n'exprime pas vraiment une contradiction, parce que cette doctrine diplomatique, on peut après l'interpréter comme une sorte de pacifisme. Nous, on n'est dans aucun camp, on veut être, comme a dit AMLO, Manuel López Obrador, il a dit le Mexique est un pays pacifiste, on est ennemi de personne, etc. Bon, ce qui sont des propos sympathiques qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui correspondent quand même à une sensibilité. Tandis que Marcelo Ebrard a condamné plus fermement parce qu'en tant que diplomate, il doit effectivement réfléchir en termes de droit international, de questions d'agression, etc. Mais c'est pas une vraie contradiction, si vous voulez. C'est les nuances pragmatiques de l'interprétation de cette doctrine, qui peuvent être. On va prendre le problème à l'envers. Oui. Alors, si on vous avait demandé de faire le même article, comment vous l'auriez présenté ? Non, mais objectivement, c'est difficile. C'est-à-dire, mais effectivement, j'aurais quand même demandé à mes collègues qui sont dans les différentes capitales de prendre en compte la question diplomatique et la question des prises de position, que ce soit au niveau qui ont évolué en plus entre l'OEA et l'Assemblée générale, mais aussi parce qu'il y a une méconnaissance, parce que les buts de guerre de Poutine ne sont pas extrêmement transparents et que
vu la distance et vu que, on peut bien comprendre que les diplomaties et les gouvernements de ces pays n'ont pas les yeux scrutés sur l'Europe de l'Est, ce qui est parfaitement banal et normal. Il y a encore il y a des anti-impérialistes classiques qui disent non mais c'est la faute à l'OTAN, c'est que l'OTAN a provoqué. Mais par contre il y a une espèce de pacifisme un peu ingénu qui ne comprend pas ce que c'est une guerre d'agression, parce qu'il n'y en a pas eu en Amérique latine depuis très longtemps. Le dernier conflit guerrier, si je ne m'abuse, c'est en 95 entre le Pérou et l'Équateur. Ça a duré 2 semaines, il y a eu une dizaine de morts, si vous voulez. Et effectivement, ça finit toujours par on négocie. Donc, c'est ce qu'a dit Lula récemment. Lula a dit, mais je ne comprends pas pourquoi Zelensky passe à la télé partout au lieu de s'asseoir à une table avec Poutine. D'abord, il n'a pas entendu que Zelensky a dit qu'il voulait s'asseoir à une table avec Poutine et que Poutine n'a pas l'intention. Mais il n'y a pas une vraie... Autant les pays d'Amérique latine connaissent les violences internes, les guerres civiles internes, etc., autant l'idée d'une guerre territoriale d'agression par un pays étranger, c'est quelque chose qui heureusement d'ailleurs, c'est un des aspects très positifs de l'Amérique latine, c'est quelque chose qui est très lointain, très étranger. Donc quand certains pays, AMLO, Lula, disent mais la priorité c'est de négocier, c'est la paix, oui bien sûr, mais il n'a pas vraiment compris. Oui, il y a l'idée qu'il y a des différends entre la Russie et l'Ukraine. Certes, il y a des différends entre la Russie et l'Ukraine. Et si nous les Latino-Américains, quand on a des différends de type territoriaux ou géostratégiques, on va devant les tribunaux internationaux, on discute. Ok, c'est exact et c'est juste, mais c'est pas comme ça que réfléchit Poutine exactement. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'il ne faut pas, alors là on sort de l'article du Monde, en abordant cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer entre les gauches, disons, qui sont en position de gouverner, notamment le Brésil et le Mexique, qui sont actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui ont une responsabilité particulière, et les partis politiques, ou les journaux, ou qui ont nécessairement un autre point de vue, parce qu'ils partent d'une autre situation. Tout à fait. Mais là aussi, là pour le coup, il y a des sensibilités. Vous le voyez par exemple, paradoxalement, dans le cas du Chili, où là, la gauche qui est arrivée au pouvoir, en coalition avec le Parti communiste, il y a 2 cultures dans cette gauche, mais en même temps, c'est 2 cultures qui se compatibilisent pour des raisons internes, etc., mais où il y a quand même des sensibilités assez différentes, parce que clairement, Gabriel Boric, le nouveau président, est sur une ligne, je dirais, de respect absolu des droits de l'homme, etc., qui fait qu'il est extrêmement critique et publiquement critique, par exemple vis-à-vis du Venezuela ou du Nicaragua. C'est pas le cas du Parti communiste chilien, même si c'est compliqué au sein du Parti communiste chilien, selon les générations, selon les personnes, etc. Mais bon, le Parti communiste chilien, c'est pas non plus sa priorité de se définir par rapport à la Boric en termes géopolitiques internationaux. Donc ça ne rompt pas la solidarité gouvernementale. Mais c'est vrai que là, vous avez un cas dans 2 cultures. Dans le cas du Brésil, les 2 cultures, c'est pas tellement la culture au sein de la coalition luliste, puisque censément le PT va revenir au pouvoir sur la base d'une union de la gauche, disons, même si c'est lui évidemment le puissant. Peut-être au-delà. Mais oui, et par ailleurs au-delà, puisque à cause du candidat vice-président Ackmin, disons gauche, centre gauche et gauche, excusez-moi. Mais donc là, c'est plutôt entre ce que sera la pratique dite Itamaraty, c'est-à-dire de la diplomatie brésilienne, et les déclarations que peut faire Lula, qui sont pacifistes génériques pour la paix, pour les négociations. Comme vous le disiez vous-même, les diplomates. La diplomatie brésilienne est la diplomatie la plus puissante et la mieux formée de toute l'Amérique latine, avec une vraie tradition. Une tradition d'ailleurs qui n'est pas très clivée droite-gauche, c'est-à-dire que c'est souvent là à peu près, avec des nuances, les mêmes doctrines chez des diplomates, disons, d'origine libérale que chez des diplomates plus proches de la gauche. Donc là, le problème c'est plutôt que le Brésil aura l'ambition d'intervenir en termes diplomatiques pour des solutions négociées si elles sont possibles. Et donc de ce point de vue-là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ce soit Celso Amorim... Oui, vous faisiez, je crois, dans votre article, une comparaison avec la Turquie. Tout à fait. Ça a déjà été le cas sur le dossier iranien. Tout à fait. Non. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ce qui est logique, ce qui me semble positif, et qui ne sera pas nécessairement vu d'un mauvais œil par Washington, je veux dire, c'est que, effectivement, si Lula revient au pouvoir, la diplomatie brésilienne va prendre une position, effectivement... tout en condamnant, d'un point de vue juridique et du droit international, l'invasion de l'Ukraine, position, essayons de voir comment on peut s'entendre. Tout en laissant ouvert, comme vous le dites en conclusion de votre article, le futur des BRICS.
Ah oui. Et le RD-BRIC, qu'est-ce qui va devenir dans cet ensemble? Ça leur pose un problème. Alors, il y a deux aspects. Oui, il y a le niveau où ils vont se présenter présenter leurs bons offices et leurs services diplomatiques internationaux dans le sens qui a déjà été celui du Brésil souvent, et qui effectivement peut trouver des coïncidences, comme ça a été sur le cas sur le dossier iranien, avec des pays qui ont une démarche similaire pour des raisons propres, comme la Turquie, à un moment Naftali Bennett en Israël, bon c'est plus complexe. Mais donc ça c'est assez logique. Après ça pose un problème vis-à-vis des BRICS, c'est-à-dire que effectivement, ce qui est assez étonnant dans la démarche de Poutine, c'est pour affirmer son hard power, son power dur, il a éliminé pratiquement son soft power, si vous voulez. Bon, il a quand même pas hésité à sacrifier un seuil de légitimité qu'il avait pour l'idée d'un monde multipolaire, de consultation. Il l'a quand même sacrifié assez fortement dans ce cas. Et même si les latino-américains ont moins de raisons que les Européens ou les Américains d'avoir une position agressive vis-à-vis de Poutine, ils ne peuvent pas nier ce fait, c'est un fait impossible. Ou l'Inde aussi, qui est dans le groupe des BRICS. Qui est en fait impossible à nier. Et par ailleurs, il y a la question qui va se poser d'ici 5, 10, 15 ans, c'est la question de Taïwan qui va se poser, qui est différente dans la mesure où, en termes de doctrine internationale, Taïwan est censé déjà faire partir de la Chine, donc c'est plus complexe à gérer. Taïwan a maintenant peu d'influence en Amérique latine. Elle a beaucoup perdu. Elle a beaucoup perdu en termes de représentation. Oui. Après, il y a toujours des liens commerciaux qui se passent en particulier. Mais la question, c'est que c'est très embarrassant pour la Chine de comment ils vont résoudre ça, parce que si ça doit se résoudre de façon militaire et sanglante, de toute façon, ça aura des effets d'opinion, des effets diplomatiques, etc. Économiques. Et les Chinois sont quand même devenus le deuxième partenaire économique, commercial, financier de l'Amérique latine. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il va y avoir des problèmes de définition stratégique, de définition juridique, etc. Mais bon, pour l'instant, parlons de la Russie, de la question avec la Russie. Oui, il va y avoir un problème parce que moi, je pense que les buts de guerre de Poutine ne sont pas affirmés de façon très transparente. Il y a plusieurs couches dans son discours, dont des choses qui sont inacceptables pour quelque diplomatie latino-américaine que ce soit, y compris Cuba. Parce que le discours sur l'Ukraine n'existe pas, il n'a pas d'identité différente. Cuba, bizarrement, alors que Maduro ou Ortega sont dans des positions de survie pragmatique, la diplomatie cubaine est plus cohérente et a une certaine... ils sont très très embarrassés par cette question, parce que... Ils ont condamné sans nommer la Russie. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont très embarrassés parce que, contrairement... Maduro n'a pas de doctrine diplomatique, c'est un peu au jour le jour, Ortega essaie de survivre. Cuba a une doctrine diplomatique qui a une certaine cohérence, qu'on peut discuter ou non, et de leur point de vue, c'est extrêmement embarrassant, parce que, de fait, je me rappelle ce que disait un trotskiste argentin, qui disait, mais justement dans ces débats au sein de la gauche, il dit, mais si on estime que Poutine était sur la défensive et qu'il n'avait pas d'autre choix que d'envahir l'Ukraine pour une supposée adhésion, on ne sait quand, de l'OTAN à l'Ukraine, alors il fallait dire que Kennedy aurait dû envahir, au moment de la crise des missiles cubains, Kennedy aurait été légitimé, parce que là c'était des missiles qui étaient déjà là, pas des futurs missiles éventuels. Donc Kennedy, on aurait dû soutenir une invasion des États-Unis à Cuba. Donc vous voyez, ça crée des contradictions assez graves, parce que je dirais, la diplomatie cubaine n'est pas du petit cabotage pragmatique, elle a aussi un certain nombre de principes qu'on peut trouver justes ou non, mais qui sont un peu en contradiction avec ce qui est en train de se passer. Et est-ce que finalement, après ce tour d'horizon assez bref, mais qui est quand même assez révélateur, est-ce que ça n'est pas la traduction quelque part de la diversité des gauches en Amérique latine? On parle souvent de la gauche en Amérique latine, mais alors entre le Chili et Cuba, est-ce qu'on peut, et même le Brésil, le Mexique, sans parler de l'Argentine, où là on a, comme vous le dites, le péronisme, le justicialisme est un objet politique difficile à identifier. Est-ce qu'on est légitimé à parler de la gauche, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux parler de les gauches? Oui, on peut parler, oui, je pense qu'il faut en parler au pluriel, mais enfin, c'est vrai en partie pour l'Europe aussi. Enfin, oui. Mais c'est lié, plus qu'à des définitions doctrinaires idéologiques, c'est aussi lié à des trajectoires. Par exemple, c'est intéressant de voir que, alors que
je dirais, quelqu'un comme Boric vient d'une sensibilité de nouvelle gauche, mais congruente avec la social-démocratie sous un certain nombre d'aspects doctrinaux, tandis qu'en Argentine, c'est effectivement le péronisme. Hein. L'expérience des dictatures assez féroces du cône sud font que leur doctrine des droits de l'homme est assez similaire, si vous voulez. Raison pour laquelle, malgré la sympathie dans le kirchnerisme, la sympathie nationale populaire, je dirais, pour le Venezuela, etc., finalement, ce qui a prévalu dans le gouvernement d'Alberto Fernandez, c'est la doctrine des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on condamne le Venezuela et Nicaragua parce que les violations sont impossibles à cacher maintenant. Donc, alors que c'est une trajectoire beaucoup plus pragmatique et idéologiquement ambiguë dans le péronisme et une trajectoire plus principielle du côté chilien, finalement, au final, les choix politiques internationaux convergent de fait. Donc même dans cette diversité-là, il y a une convergence. Alors que dans d'autres pays, bon, bah, c'est lié à la question si vous voulez, si en Équateur, bon, chez les partisans de Rafael Correa au Venezuela, il n'y a pas le même rapport aux questions des droits humains, entre autres parce qu'il n'y a pas eu de dictature, de la férocité qu'on a connue dans le Cône Sud, si vous voulez. Donc, y compris le fait qu'aujourd'hui, dans l'Amérique du Sud, le principal pays tortionnaire, malheureusement, c'est le Venezuela, hein, en termes de cas de torture, même si on est loin des répressions du Cône Sud, hein, je ne fais pas de comparaison, mais de fait, aujourd'hui, si vous voulez, c'est en fait, c'est pas perçu par certains membres de la gauche, que ce soit au Brésil ou au Équateur, comme quelque chose de rédhibitoire, alors que ça met plus mal à l'aise les gens dans le Cône Sud, parce que ça leur rappelle des pratiques. Ça vient sans doute aussi de la position géopolitique de chacun des pays et de l'histoire de ces pays, où on a peut-être des conceptions internationales assez différentes. Quelle est la menace principale ? Alors il y a une mémoire historique, oui, anti-américaine, nord-américaine, pardon. Mais autant c'est compréhensible dans le cas du Mexique et de l'Amérique centrale, où le niveau des agressions et des invasions est réel. Qu'il y ait une méfiance généralisée vis-à-vis de l'hégémon hémisphérique, c'est absolument normal, c'est même sain, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, les États-Unis ont un lourd bilan en général comme puissance hémisphérique. Ceci dit, concrètement, on ne peut pas dire que le Venezuela a vécu des très grands traumatismes venant de l'Empire états-unien, si ce n'est l'hégémonie, influence économique, etc. C'est pareil ce qu'on peut dire de l'Équateur. De fait, c'est assez complexe parce que, alors, autant au Venezuela, il y a eu un discours anti-impérialiste histrionique un peu inventé par Chavez, pas vraiment perçu par les masses chavistes, qui c'était pas leur problème principal. Il n'y a pas de sentiment alors, il n'y avait déjà pas de sentiment anti-états-unien très fort au Venezuela avant Chavez. Maintenant, dans cette enquête que je cite de la Fondation Ebert et de Latinobaromètre, le pays où il y a le plus d'opinions favorables aux États-Unis dans toute l'Amérique latine, c'est le Venezuela, 66%, ce qui est assez extraordinaire après 20 ans de matraquage anti-impérialiste. Moi, je sens pas, enfin justement, sauf au Mexique, en Argentine, j'ai jamais ressenti en Amérique latine de très forts sentiments anti-américains ou anti-états-uniens. Bon, il peut y avoir une vision plus ou moins ambiguë, mais en général, l'influence culturelle est énorme. Sans que les ambassades américaines aient besoin d'insister pour la projeter. Hein. Elle est énorme, y compris à Cuba. À Cuba, ce qui se passe tous les lundis, ce qu'on appelle El Paquete, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est-à-dire que c'est une clé USB distribuée à des centaines, enfin vendue à des centaines de milliers de personnes, ou voire des millions de personnes dans toute l'île, qui sont tous les programmes culturels américains sous-titrés ou traduits en espagnol, que ça soit le baseball, qui est très important, ou c'est un paradoxe avec le baseball soit très populaire au Venezuela, Cuba, tout à fait. Et donc, que ce soit les séries, enfin la culture pop, enfin une culture de masse, si vous voulez. Donc, c'est assez complexe la question de savoir si... Et c'est pareil, alors le Mexique, eux, ils ont des raisons historiques majeures d'avoir un sentiment anti-américain, qui sont parfaitement compréhensibles. Ils leur ont volé plus de la moitié, à peu près la moitié de leur territoire au XIXe siècle.
Mais en même temps, avec la migration, le niveau d'interpénétration culturelle, sociale entre le Mexique, on voit difficilement le Mexique devenir se livrer. D'ailleurs, AMLO ne le fait pas. Hein, même quand Trump a dit des choses horribles sur les Mexicains, des choses absolument épouvantables, l'attitude d'AMLO était étonnamment, de Manuel López Obrador, était étonnamment conciliante vis-à-vis de. Oui, d'ailleurs, dans ses discours, il parle beaucoup de l'unité de l'Amérique. Il ne parle pas de l'Amérique latine, il dit de l'Amérique. Ben oui, parce qu'ils sont. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais enfant et adolescent, l'idée que le Mexique faisait partie de l'Amérique du Nord, ça me semblait étrange. Mais maintenant, c'est de plus en plus affirmé comme tel. Et je ne vois pas que ça soit réversible. Enfin, ça ne me paraît pas possible pour des tas de raisons sociales, culturelles, économiques, démographiques. Donc, si vous voulez, c'est complexe cette question. Je dis ça parce que souvent dans la gauche européenne. Cela dit, ce qui est quand même étonnant, c'est que la plupart des gouvernements de droite ou de gauche cherchent des points d'équilibre. Oui. Alors pour certains, ça peut être l'Europe, pour d'autres la Chine, pour d'autres la Russie, et la Russie jouait là-dessus. Oui, tout à fait. Comme vous venez de dire, là, elle perd tout le capital qu'elle avait accumulé depuis une vingtaine d'années. Oui, ça c'est assez étonnant parce que je ne sais pas si juste avant quelques semaines avant l'invasion, le président de la Douma et le vice-premier ministre russe ont fait une petite tournée. Enfin bon, ils sont allés chez leurs amis, essentiellement Cuba, etc. Mais je pense qu'il y avait une inquiétude sur est-ce qu'on va garder des amis là-bas. Il y avait même, pendant la pandémie, toute une grande offensive sur le vaccin. Sur le vaccin, alors en particulier, entre autres, alors, sur leur pays amis, mais aussi sur le Mexique et l'Argentine. Etc. Donc oui, même au Brésil. Disons qu'en général, il y a une espèce de désalignement multipolaire, d'ouverture multipolaire, dans lequel la Russie avait voulu s'insérer. Ouais. Le problème, c'est que le poids de son insertion est pas très grand, parce qu'en termes de PIB, la Russie, c'est pas la Chine. La Chine, c'est une obligation, comme vous dites, c'est le premier partenaire commercial de pratiquement tous ces pays. Voilà. C'est autre chose. Bon, la Russie... disons que si finalement la Russie tombe dans le purgatoire ou dans l'enfer géopolitique, c'est pas une catastrophe pour l'Amérique latine. Avec la Chine, c'est un autre problème. Ouais. Donc de ce point de vue-là, oui. Non, ce que je voulais souligner dans mon article, c'est que il y a beaucoup plus de nuances et il y a des couches différentes. C'est une chose le géopolitique, c'est autre chose le commercial, c'est autre chose l'économie extractive, c'est encore autre chose la culture, c'est encore autre chose. Vous voyez, au niveau culturel, par exemple, c'est très frappant. La Chine a un très grand pouvoir économique, elle a un certain pouvoir diplomatique. Elle est beaucoup moins proactive que la Russie à essayer de soutenir certains régimes plutôt que d'autres. C'est-à-dire que la Russie, en particulier en termes de communication, d'usines de trolls, etc., au Venezuela, en Équateur, elle a été extrêmement active pour installer ces choses. La Chine, tant qu'on ne reconnaît pas Taïwan, elle a d'autres cartes. Elle a d'autres cartes. Elle ne se met pas dans ses affaires de savoir est-ce que je préfère Corée ou l'assaut. Enfin bon, je veux dire, c'est pas son problème. Entre autres, il y a une anecdote assez frappante qui m'a été racontée par un membre du gouvernement de Macri qui disait, bon, pendant les 3 premiers mois, quand Macri est revenu au pouvoir en Argentine, ils se sont dit, bon, on est un peu trop dépendant de la Chine, est-ce qu'il y a moyen etc. Et puis ils ont fait une étude et au bout de 3 mois, ils ont dit bah non. Et puis Macri, il est allé là-bas avec 200 entrepreneurs à Pékin, comme tout le monde. C'est ce qui s'est passé avec Bolsonaro. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Anticommuniste, voilà. Anti-chinois. Bolsonaro est arrivé tout fou en disant anti-chinois et ses propres militaires, mais on lui dit non, tu te calmes. Ou l'agro-négoce. Ou l'agro-négoce, on se calme parce que c'est ça. Donc c'est assez différent donc si vous voulez, on peut dire que bon, on peut avoir l'impression qu'Alberto Fernandez a fait un virage parce que 3 semaines avant, mais c'est pas vraiment le cas. Bon, l'Argentine est dans une situation économique assez mauvaise, financière. Toutes les ouvertures sont bonnes, tous les liens sont bons. C'était un voyage d'ailleurs Moscou-Pékin. Oui, tout à fait. La gratitude vis-à-vis du vaccin est normale. Enfin, je veux dire, c'est là. Mais après, ça n'a pas empêché. C'est pas vraiment un virage. C'est revenir à la doctrine normale parce que. Bon, mais Bolsonaro a également fait le déplacement à Moscou en disant que Poutine était un homme de paix. Oui. Alors effectivement, cette question de rapport avec Poutine, c'est pas tellement une question de gauche seulement, non, parce que voilà. Que ce soit pour un grand pays comme avec Bolsonaro ou pour un petit pays comme Bukele au Salvador. Oui. Ça, c'est moins compréhensible. J'arrive pas très bien à saisir que cherche Bukele. Enfin, c'est un personnage. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Russes? Oui. Je vois très bien. C'est un personnage assez difficile à cerner. Je vous avoue que moi-même. Mais bon, il y a un aspect sur un certain nombre de questions qui concernent les droits humains, etc.
il y a un certain froid avec les États-Unis, ce qui fait qu'on a un truc assez étrange en Amérique centrale, c'est-à-dire que Xiomara Castro, qui est l'épouse de Honduras, qui est l'épouse de de l'ancien président, qui était plutôt pro-Chavez bolivérien, qui a été destitué par un coup d'État, dont il y a toute une polémique pour savoir est-ce que c'est vraiment un coup d'État. Est-ce que les États-Unis étaient derrière? Je pense qu'ils ne l'étaient pas vraiment sous le temps Obama, mais enfin bon, ils n'ont pas non plus fait grand-chose pour le... et donc maintenant il y a des relations absolument idylliques et excellentes Kamala Harris avec le gouvernement de gauche de Xiomara Castro, qui d'ailleurs maintenant ne se déclare pas du tout bolivarienne, mais dit que son modèle c'est Bernie Sanders, parce que bon, maintenant plus personne ne se déclare que son modèle c'est Maduro, etc. Et bizarrement Bukele qui lui ne fait pas un gouvernement de gauche ou qui n'a pas ses alignements idéologiques, est en froid avec les États-Unis. Bon. Donc il y a des choses. Bon, El Salvador est un peu. D'ailleurs, c'est l'argument de Bukele, dire nous on est trop petits pour prendre position dans les querelles internationales. Mais de fait, il s'est positionné de façon originale. De façon assez originale. Bon, après, le Salvador ne pèse pas tant que ça. Non, mais ça surprend. Ça surprend, oui, tout à fait. Alors, sur la question du Brésil, c'est intéressant, parce que là, visiblement, vous avez une contradiction interne qu'on a vue, y compris en France, avec le Front National, qui est obligé de faire un virage assez rapide. Vous avez une contradiction interne aux droites radicales de type trumpienne, etc. C'est-à-dire que la sympathie pour Poutine était énorme, y compris non pas seulement la sympathie, mais des liens, dans certains cas, directs, idéologiques, financiers, etc. Et là, au sein même du gouvernement, apparemment, le vice-président Hamilton Mourá, qui est souvent en contradiction avec Bolsonaro, on a aussi dit à Bolsonaro de se calmer sur son pro-poutinisme, quoi, si vous voulez, parce que... Donc voilà, donc tout ça pour dire que on peut plus parler d'alignement unilatéral dans un sens ou dans l'autre. Non, j'ai remarqué ce qui était intéressant dans votre article. Finalement, il y a des micro-analyses pays par pays, parce qu'il y a des équations qui sont pas les mêmes. La seule chose qui est vraie pour tous ces pays, c'est que bon, autant la question de comment naviguer un monde en partie multipolaire, tout en étant toujours dans la sphère d'influence américaine, mais en ayant la Chine, devient une question comme premier partenaire commercial, devient complexe et technologique, devient complexe à gérer. Autant, si vous voulez, après c'est vrai que pour des pays comme le Pérou, la Colombie, enfin la Russie, c'est pas quelque chose de très important, enfin la question. Et donc je pense pas que il y a des gens qui font les bravaches et les fanfarons. C'est cité dans l'article du Monde. Il y a Duque, le président colombien, qui a dit qu'il fallait envoyer des troupes. Mais son ministre de la Défense a été beaucoup plus prudent. Et il a dit non, pas question. C'est une fanfaronnade absurde. On est associé à l'OTAN, mais voilà. C'est une fanfaronnade absurde, sans doute liée au souvenir de la droite atlantiste colombienne, parce qu'ils ont participé à la guerre de Corée. Non, mais ils sont associés à l'OTAN. C'est le seul pays d'Amérique latine. C'est vrai. Et donc, mais bon, je vois ça comme une position bravache, mais pas vraiment sérieuse. Alors évidemment, Petro l'a critiqué, mais de ce point de vue-là, il avait raison de le critiquer. C'était une stupidité. Mais il n'y a pas vraiment ni de va-t-en-guerre, ni de pro-sanction, mais je vois pas... Enfin, comme vous disiez, oui, je pense vraiment que Poutine a un peu sabordé son soft power dans une partie du monde. Il serait intéressant de bien comprendre quel calcul il a fait, ou si c'est vraiment un calcul de ce point de vue-là. Mais on peut imaginer qu'il a fait le calcul et qu'il a estimé que tout bien pesé. Oui. Et voilà, la décision qu'il a prise était la bonne. Reste à savoir, à comprendre pourquoi. Oui. Donc, mais bon, pour les diplomaties américaines, c'est un problème un peu complexe à gérer, mais beaucoup moins épineux que si c'était un problème avec la Chine, parce que pour une raison simplement. Voilà. Bien, alors on va terminer sur une dernière question. Conclusion. Non, conclusion, moi à la fois sur la position des gauches latino-américaines ou des pays d'Amérique latine et sur le futur d'un éventuel retour de la Russie en Amérique latine. D'accord. D'une part, ce qu'il faut que les citoyens et les électeurs en France et en Europe qui ont une sensibilité de gauche, il faut qu'ils se méfient des projections, parce que il y a l'idée qu'en gros l'Amérique latine c'est le paradis de l'anti-impérialisme, qui est lié aussi au fait que l'Amérique latine a une espèce d'exotisme familier pour la gauche européenne, parce que bon, on croit comprendre révolution et révolution, c'est presque le même mot. Enfin, on croit comprendre.
Alors qu'on ne se poserait pas la question d'essayer de comprendre s'il y en a eu de la gauche thaïlandaise ou birmane, parce qu'on n'y connaît rien à ces pays, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a le point de vue identique, mais inverse, de la part des droites européennes. L'Amérique latine, c'est l'Occident. Oui, voilà, c'est ça. Or, bon, il faut éviter de croire comprendre trop facilement, je pense, et de plaquer aussi, c'est une forme de surcompensation idéologique qu'on voit très bien chez notre ami Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que c'est là que se passent les choses, la vraie révolution, le vrai anti-impérialisme, etc. C'est faux, ce n'est pas vrai, et c'est de moins en moins vrai, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'hégémon hémisphérique et les pays d'Amérique latine, il y en a toujours, mais c'est bien plus feuilleté, je dirais, nuancé et complexe que ça c'est une première chose. Quant au retour de la Russie, tout dépend effectivement de comment, des buts de guerre, de la durée de la guerre, des buts de guerre de Poutine, qui ne sont pas très clairs. Alors, visiblement, apparemment, là, à l'occasion du défilé du 9 mai, il ne s'est pas montré très agressif. Enfin, c'était. Mais est-ce que je pense que c'est la marque d'une perplexité propre, parce que. Mais là, c'est quand même assez étrange. Il semble vraiment que l'establishment proche de Poutine ait cru ou ait voulu croire qu'il serait accueilli comme des libérateurs, je ne sais pas quoi. Et moi, ça me paraissait évident que non. Mais enfin bon. Donc, je pense qu'il y a une indécision au niveau même de la direction de quels sont nos buts de guerre et pourquoi on fait ça maintenant. D'autant plus que ça ne s'est pas passé comme ils avaient prévu que ça se passe. Donc ce niveau d'indétermination est évidemment un niveau d'indétermination qu'il y a aussi en face, qu'on peut se poser que veulent les États-Unis maintenant, parce que je ne pense pas que les États-Unis au départ pensaient que l'Ukraine pouvait résister comme ça, même s'ils ont... On se rend compte maintenant qu'ils ont beaucoup fait dans les années précédentes pour former l'armée ukrainienne. Enfin, c'était difficile à croire qu'il y aurait... une telle résistance et une relative incompétence des troupes russes. Donc il y a aussi une indétermination en face. Que veulent les Américains? Ils veulent le régime change, ils veulent la fin du régime, ils veulent humilier les Russes, ils veulent... C'est un peu complexe, parce qu'en même temps, ils continuent à dire non, pas de no-fly zone, des trucs comme ça. Il n'est pas question d'entrer dans une logique de guerre, mais en même temps, il y a une position assez agressive sous certains aspects. Donc là, il y a une détermination. La priorité de Poutine n'est pas non plus la question de savoir comment cela va jouer sur mon retour en Amérique latine. Non. C'est visiblement... Mais la question, pour un État qui est parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie se devrait ou se doit, ce qu'elle a fait dans le passé, d'être présente sous une forme ou sous une autre partout. Tout à fait. Oui. Mais là, j'avoue que tant que la durée de la guerre, son issue et les buts de guerre, d'une part proclamés, d'autre part réels, de Moscou ne sont pas clarifiés, et je pense qu'ils ne sont pas clarifiés, y compris au sein de la direction russe. Oui. Tant que ce n'est pas clarifié, c'est difficile de savoir quelle serait cette dynamique d'éventuel retour diplomatique et économique. Bien, on va arrêter là. Oui. Merci beaucoup, et peut-être qu'on reprendra après le conflit. On ne sait pas très bien quand. On ne sait pas quand. Cette conversation. Merci. Je vous en prie. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.